Hervé Marseille. Pour le groupe de l'Union centriste, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, mes chers collègues, effectivement, hier, nous avons écouté ici en stéréo votre discours lu avec beaucoup de conviction et de tonicité par Monsieur le ministre de l'économie. C'est un exercice sacrificiel auquel nous compatissons. Monsieur le Premier ministre, vous avez bien fait de venir aujourd'hui pour préciser les choses. Nous avons retenu quand même des phrases. En France, tout est possible. En le disant, vous pensez à ce qui peut être positif, bien sûr, mais malheureusement, ça marche dans les deux sens. Et la France est effectivement capable du meilleur, mais aussi de performances moins enviables. Pour faire du tout est possible une formule de confiance et d'espoir, nous avons apprécié votre capacité à aborder tous les sujets, y compris ceux qui fâchent, qui irritent au quotidien, ou plus largement le sentiment d'impuissance de l'action publique, poison de notre démocratie. Quant à vos orientations cardinales, désmicardiser, déverrouiller, débureaucratiser, comment ne pas y souscrire? Ces grands axes, vous les mettez au service du réarmement de notre pays. Permettez, un vieux matou né en 1954, de vous proposer un autre terme, bien plus classique, mais plus important à mes yeux, celui de justice. Réarmer est sans doute nécessaire, mais pour in fine servir la justice. Car c'est le sentiment d'injustice et d'iniquité qui fragilise aujourd'hui notre société. La colère agricole, on vient d'en parler, en est la caricature. Les agriculteurs sont au carrefour d'une quadruple injustice. Territoriale d'abord, opposition accrue d'un monde qui se sent abandonné, déclassé. Économique, les agriculteurs sont les parents pauvres du partage de la valeur. Sociale et culturelle, celle des travailleurs, de ceux qui se lèvent tôt face aux injonctions des cols blancs hors sol, l'injustice de vivre avec le sentiment de devoir abandonner ses valeurs. Enfin, justice, injustice face à des normes et des contraintes françaises ou européennes qui ne pèsent pas sur leurs concurrents d'autres pays. Chez nous, l'injustice commence dès la naissance. Elle dépend du milieu, mais aussi du lieu où l'on vient au monde. Le président de la République l'a reconnu, nous ne garantissons pas l'égalité de tous les enfants de la République. Et pour cause, aujourd'hui, naître à la campagne, c'est souvent naître dans un désert médical. Là réside sans doute actuellement l'injustice territoriale la plus insupportable. Or, vous l'avez justement souligné, nous ne pouvons pas attendre gentiment que la fin du numerus clausus produise ses effets. Régulariser les médecins étrangers n'y suffira même pas. Il faudra avoir le courage, et vous venez de le dire à l'instant, d'élargir les délégations d'actes par expérimentation. Plus globalement, pour tâcher de remédier à l'injustice territoriale, le Sénat plaide pour une décentralisation régénérée qui restitue des marges aux collectivités, qui insuffle plus d'équité que d'égalité formelle. Tel est l'esprit de la différenciation que nous appelons de nos vœux. Vos mots sont encourageants. La décentralisation n'a pas la place qui doit lui revenir. Gageons que vos propositions permettent d'avancer. Nous espérons que votre arrivée signe la fin de ce rendez-vous manqué avec les collectivités depuis tant d'années. L'école est aussi un lieu d'injustice persistante. Certes, on a restreint le nombre d'élèves par classe dans les zones prioritaires, mais tant reste à faire. Bien sûr, l'instruction civique, c'est important. Nous aussi, nous sommes favorables au retour de l'uniforme, mais le véritable enjeu, c'est le retour du mérite, de l'excellence, du respect des enseignants. Pour y parvenir, l'école a besoin d'un cap clair. Comme vous l'avez justement déclaré, tout n'est pas question de moyens. Il n'y avait pas besoin d'argent pour abandonner la méthode globale prônée pendant des décennies par des idéologues. Dans cette France où tout est possible, le sentiment d'injustice habite aussi les classes moyennes, celles qui contribuent sans recevoir, comme vous l'avez dit. Cela ne peut plus durer. Ceci appelle de ma part deux remarques. D'abord, les fiscalités de l'immobilier et des successions sont les plus mal vécues par les classes moyennes. Votre ouverture dans leur direction doit être l'occasion d'évoluer dans cette matière. Ensuite, la fraude sociale et fiscale est au cœur de leur malaise. Nos concitoyens méritants ne peuvent plus supporter de voir d'un côté les prestations sociales méticuleusement détournées
et de l'autre, une poignée d'entreprises voyous s'exiler pour échapper à toute contribution aux charges publiques. Il faut mener une guerre sans merci à la fraude et à l'évasion sous toutes ses formes. L'injustice se vit aussi de plus en plus dans la question du logement. Nous alertons depuis des mois sur la crise qui vient, elle est désormais présente. Vous avez déclaré vouloir la prendre à bras-le-corps. Cependant, il n'est pas certain que la simplification des normes, la réquisition des bâtiments vides ou l'intégration du logement intermédiaire dans les critères de la loi SRU suffiront. Ce sont des mesures pertinentes qui étaient attendues, mais plusieurs centaines de milliers de logements manquent aujourd'hui. Comment se dégager du foncier avec les problèmes du ZAN en particulier? Vous l'avez souligné, il faudra adapter le ZAN dans son application. Tout ne pourra pas reposer sur la seule densification. La transition écologique soulève également un enjeu majeur de justice et d'équité. Car cette transition, aussi vitale et nécessaire soit-elle, va faire des perdants. Je pense en particulier aux petits propriétaires qui vont être plombés par le DPE ou aux artisans que les ZFE vont empêcher de travailler. Monsieur le Premier ministre, l'injustice se niche jusque dans les derniers jours de la vie. La dépendance est l'un des défis majeurs qu'il nous faut relever aujourd'hui. Avec le vieillissement de la population, c'est toute la société qui doit se réinventer. Nous ne pouvons pourtant plus procrastiner. Le modèle social et financier est au bord de l'implosion. C'est maintenant qu'il faut agir. Enfin, les inégalités et les injustices sont intergénérationnelles, ce qui pose aujourd'hui la question de la dette et des déficits. S'il nous faut maîtriser la trajectoire de nos finances publiques, c'est bien sûr pour recouvrir des marges de manœuvre, mais c'est aussi pour rétablir une équité intergénérationnelle. Or, nous n'en prenons pas le chemin. Cette année, notre pays devra emprunter 285 milliards d'euros. C'est plus que le PIB du Portugal. Et la charge de la dette devra bondir de 50% d'ici à 2027. Maîtriser les dépenses, c'est bien sûr faire des économies, mais c'est surtout faire des réformes de structure sans attendre le retour des vaches grasses. Pour terminer, revenons à votre état civil, si vous le permettez, monsieur le Premier ministre, car nous pouvions attendre d'un jeune chef du gouvernement qu'il nous ouvre sur le futur, qu'il nous parle d'intelligence artificielle, d'hydrogène vert, d'espace, de génétique, de ce monde en transformation, pour ne pas dire en ébullition, sur lequel nous devons nous repositionner. On n'en a pas parlé parce que nous sommes rattrapés par les problèmes du passé que nous n'avons pas pu résoudre. Pourtant, vous avez cherché à nous transmettre l'essentiel, l'optimisme et la détermination. Comme vous, nous savons que notre avenir sera européen ou ne sera pas, ce qui n'interdit pas d'être critique vis-à-vis de l'Europe que l'on a construite, trop technocratique et qui n'est pas celle dont nous rêvions. Monsieur le Premier ministre, vous êtes ici au Sénat et depuis les législatives de 2022, c'est ici pour l'essentiel qu'on fabrique les principales lois. Sans le Sénat, pas de réforme des retraites. Sans le Sénat, pas de loi d'immigration. Dès votre nomination, vous êtes venu à la rencontre du Sénat en participant à la conférence des présidents. Nous avons été sensibles à ce geste qui constitue un encouragement. Mes collègues Bruno Retailleau et Patrick Kanner ont eu l'occasion de vous dire, à ce moment précis, que comme nous, ils étaient ouverts au dialogue, mais hostiles à la co-construction, c'est-à-dire à l'association des parlementaires à l'élaboration du projet de loi avant son dépôt au Parlement. Car cette méthode lie les parlementaires sans leur permettre de véritablement enrichir ou modifier les textes. En revanche, nous sommes favorables à la construction parlementaire lors de l'examen des textes. C'est la différence entre co-construction et construction. D'ailleurs, si les textes ont été votés depuis 2 ans, c'est bien parce qu'il y a eu des compromis, des accords, des constructions qui ont permis d'aboutir. Face à notre impuissance, nous n'avons plus les moyens de chercher des responsables, que ce soit le Conseil constitutionnel, Bruxelles, les institutions judiciaires. Nous devons supporter 3 000 milliards de dettes. Les agriculteurs bloquent les routes. L'inflation ronge le pouvoir d'achat. La guerre frappe aux portes de l'Europe, efface peu à peu l'Arménie de la carte et embrase le Proche-Orient avec l'ombre inquiétante de l'Iran et le possible retour de Donald Trump. Nous pensons que le dialogue avec le Parlement, et singulièrement avec le Sénat, doit être fertile. Nous devons nous écouter et nous devons rechercher les solutions les plus collectives possibles. Alors, monsieur le Premier ministre, cette responsabilité, elle pèse sur vos épaules, elle pèse aussi sur nos épaules. Si vous échouez, si nous échouons, vous et nous savons qui arbitrera nos différends en 2027. Et alors,
il sera trop tard pour pleurer sur le lait renversé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est au président François Patriat.